Pourquoi le nord du Mali? Pourquoi Kidal? Pourquoi Tenzawaten? Pourquoi Tessalit? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de cet instant. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Vous avez probablement entendu parler des événements très malheureux qui se sont déroulés au Mali. Dans cette vidéo, on va comprendre en fait plus de choses, on va comprendre les enjeux et on va comprendre pourquoi est-ce que cette zone, cette région est aussi importante. Et pour ça donc, j'ai fait pour vous une sélection de vidéos assez explicatives et assez parlantes qui vont nous aider à comprendre vraiment les enjeux et à comprendre ce qui se passe. Et par la suite, je vais ajouter quelques réflexions pour qu'on ait maintenant plus de détails et qu'on ait matière vraiment à couvrir le sujet. Voilà, sans plus tarder, on va commencer avec cette vidéo. Quels sont les enjeux de Tenzawaten? Pourquoi les terroristes tiennent autant à cette localité du nord du Mali? Eh bien, pour mieux comprendre la situation, nos confrères de l'ORTM sont allés à la rencontre de Dadie Ama Sango, communicateur traditionnel et grand connaisseur du nord du Mali. C'est au micro de Sambo Diakité et Abdoulaye Sako. Pourquoi le nord du Mali? Pourquoi Kidal? Pourquoi Tenzawaten? Pourquoi Tessalit? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Un peu comme partout en Afrique, les Africains sont chassés de leur village, où on les apprend à détester leur village. Parce que je peux vous l'assurer, les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun, les Congolais ne connaissent pas le Congo, les Gabonais ne connaissent pas le Gabon, les Ivoiriens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un problème global que l'on a actuellement sur le continent. C'est que les ressortissants d'un pays ne connaissent pas leur pays, et encore moins l'Afrique. Il y a des pays là que si je nous demande de situer sur la carte, vous ne pourrez pas faire. Parce que on s'en fiche de ce qui se passe sur nos continents. Or, si on demande à des gens de situer l'Allemagne, de situer la Roumanie, quelqu'un pourra même avec les yeux fermés pointer ça sur la carte. Donc, un des gros problèmes qu'il souligne, qui touche vraiment l'écrasante majorité des gens, c'est ce truc-là. C'est le fait qu'on ne connaît pas nos propres pays. Et il va donc expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession-là du nord du Mali. Ceux qui ont l'habitude ou la chance de voyager de l'Algérie à Bamako, le soir, ils ont traversé le méridien de Greenwich. Ils ont de l'obscurité à droite et de la lumière à gauche. Ils traversent le méridien de Greenwich qui passe par le nord du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les 5 continents à partir de ce point précis. C'est pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. Vous avez entendu? Le nord du Mali est le point par lequel on peut observer l'ensemble des autres continents. Vous imaginez à quel point géostratégiquement c'est pertinent comme lieu? Et vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'il y a autant de désordre dans cette zone. À partir du nord du Mali, on peut observer le monde entier. Ce n'est pas fini, continuons. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de ce instant. On a parlé de Kidal. Kidal est un appendice de Tenzawaten. Et Tenzawaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que
le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont armés et équipés, et ils sont opérationnels à partir de Tinzaouaten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tinzaouaten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tinzaouaten. Aujourd'hui, il est de notoriété publique, reconnu par les médias au niveau international, reconnu par nos plus grands détracteurs, que la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. Il appartient à chaque jeune, à chaque vidéoman, à chaque communicateur, à chaque paysan, à chaque éleveur, à chaque pêcheur, à chaque ménagère, à chacun de nous, dans la position où il est, d'aider, d'encourager et de magnifier. Tant que l'armée sent que le peuple est derrière lui, tant que l'armée sent que le peuple est reconnaissant de son sacrifice, elle devient plus forte, elle devient plus engagée. Voilà, vous avez suivi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez vu mon message qui disait « Je suis Fama ». Il faut encourager. Il faut encourager, même si on est loin, c'est toujours bien d'encourager, même de savoir que sur les réseaux sociaux, ils sont soutenus, ça donne une force, vous n'imaginez même pas. Alors maintenant, la seconde vidéo que l'on va regarder ensemble, c'est l'armée française au Sahel. Aussi simplement que ça. Et donc, cet individu va expliquer les enjeux qui sont souvent cachés et les non-dits. Les non-dits parce que nous, on connaît la vérité. Mais beaucoup de gens feintent d'ignorer en réalité. Ils savent, ils feintent d'ignorer et ensuite font comme s'ils étaient trop surpris quand les choses arrivent. On va donc regarder cette vidéo et s'il y a parmi vous des gens qui n'avaient pas encore compris ce qui est en train de se passer actuellement dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs, là vous allez comprendre. Comment dire, c'est une façon de présenter les choses de manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse, car en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française, enfin de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. En fait... Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a même une représentation très intéressante. Là en haut, vous allez lire la terreur au Sahel. La terreur au Sahel qui sont représentées par des hyènes géantes, des hyènes. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal qu'on appelle la hyène. Ce sont des hyènes géantes donc qui sont en train de croquer des gens du Burkina Faso. Vous voyez là sur le soldat, il y a le drapeau du Burkina Faso. Et c'est la hyène française qui prétend venir les aider qui est en train de les mordre. Pareil, c'est le Mali. Regardez qui mord. C'est la hyène française. La hyène française est en train de croquer son pied, ici croquer la main. Et vous voyez que de l'autre côté, on ne sait pas quel pays, on ne sait pas de qui il s'agit. Peut-être même la Libye. Parce que là, la personne est complètement morte. On voit que la carcasse, les os, etc. Et en bas, vous allez lire un truc intéressant. Je disparais. Que voici donc Wassim, c'est quoi? Nassir. Je suppose que ça se prononce Nassir. Ce Wassim Nassir, journaliste, et on marque quoi en bas? Porte-parole des terroristes. Littéralement, c'est ça. Parce que quand il y a eu le souci, très vite, ils ont eu des informations. Et ils n'ont plus appelé les terroristes, ils ont commencé à les appeler séparatistes. Ils ne disaient plus les terroristes ont fait X, ils ont dit non, ce sont des séparatistes qui ont abattu des soldats russes et maliens. Comment est-ce qu'ils savent? Parce qu'ils ont des informateurs au sein même de ces terroristes. D'ailleurs, vous voyez que leur sympathie monte au point où ils ne sont plus considérés comme étant des terroristes, mais plutôt comme étant des séparatistes. Voilà, donc c'est une petite guerre civile. Il y a un camp qui en trouve dictatorial et l'autre qui veut s'en libérer. Tout simplement, c'est ça. Continuons donc la vidéo. Il est en train d'expliquer qu'en aucun cas, la France n'est au Sahel pour le terrorisme. Que c'est simplement le marketing, la communication qu'ils font pour pouvoir calmer la population. Mais que dans les faits, ce n'est pas le cas. On continue donc la suite de son intervention. Mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Ben non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar.
voyez? Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel mais je vous parle sur le terrain. En termes de dangerosité, de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez? En termes de danger Et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce que une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je vais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû le faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie éventuellement. Mais en fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger. Ok, ce que l'on va faire, c'est que je vais guetter une carte. On va donc mettre la carte pour aider à comprendre. Donc voici ce qu'il explique. Il est à quel niveau? Au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. Voilà, vous avez à peu près compris. C'est pour ça que je dis que c'est très important qu'on puisse connaître les pays, que l'on puisse pouvoir les situer mentalement, que l'on puisse comprendre les enjeux. Parce qu'à partir de là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses ont des liens, ont des connecteurs très faciles. Parce qu'il l'a dit, Niger, uranium, bon, ce n'est plus le cas parce qu'on est en train de les chasser au fur et à mesure. De ce côté, si on a l'observation mondiale, qui est le fief même de la distribution du terrorisme, comme vous avez entendu, et ici maintenant, il y a le contrôle du pétrole. Voici la Mauritanie. Voici. C'est-à-dire, quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous vous rendez compte que effectivement, là, il y a tel enjeu, là, il y a tel enjeu, là, il y a tel enjeu. Vous comprenez ça très rapidement même. Vous vous rendez compte que dans la tragédie qui s'est récemment déroulée, il y a eu l'intervention de l'Ukraine. Et il y a aussi eu l'intervention de l'Algérie. C'est-à-dire que les choses sont passées par l'Algérie. L'Algérie a facilité cette tragédie. Et l'Algérie se positionne clairement en ennemi, ou on va dire ça comme ça, en combattant anti-Mali, littéralement. Au point où il y a donc un communiqué qui est passé par un officiel du Mali pour clairement mettre la situation à terre, pour leur dire qu'ils arrêtent de faire cela, qu'ils arrêtent de se mêler de la politique intérieure du Mali. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime.
5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. Voilà, vous avez suivi. Vous vous rendez bien compte que finalement, les ennemis viennent de partout. De l'intérieur, de l'extérieur, d'à côté, de chez le voisin, de partout, littéralement. Maintenant, on va comprendre ensemble un certain nombre de trucs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler globalement de ce qu'on appelle la montée des eaux. Je suppose que oui, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est beaucoup moins préoccupée, par exemple, par la montée des océans par rapport aux autres continents? Il y a plusieurs raisons. Géographiques, densité de population, aussi la priorité économique. Mais, on va se concentrer sur géographie et relief. On va se concentrer dessus. Une grande partie, et ça il faudrait qu'on l'entende, l'Afrique est surélevée par rapport aux autres continents. Ça veut dire qu'une grande partie des côtes africaines sont caractérisées ou est caractérisée, je pense qu'une grande partie est caractérisée, une grande partie des côtes africaines est caractérisée par des reliefs plus élevés ou des plateaux éloignés des côtes. Ce qui réduit donc l'impact direct de la montée des océans. Ça veut clairement dire quoi? Ça veut clairement dire que la géographie et le relief jouent un rôle significatif dans la manière dont le continent est affecté par la montée des océans. Si on prend maintenant le cas particulier du Mali, le nord du Mali et plus spécifiquement la région de l'Agra et Ifoghas, on constate donc que ces régions sont reconnues comme étant l'un des points d'observation les plus efficaces du monde, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une faible pollution lumineuse dans ces régions-là. La région est extrêmement isolée avec une très faible densité de population, ce qui signifie qu'il y a peu de sources de lumière artificielle. Cela crée donc les conditions idéales pour l'observation astronomique. Un autre point, ce sont aussi les conditions climatiques favorables. Le climat désertique au nord du Mali offre une grande majorité de nuits claires tout au long de l'année. Parle pas de nuit claire en une fois. Tout au long de l'année, les nuits sont très claires. L'absence de nuages et de pluie fréquentes donc permet une observation régulière de très haute qualité. Il y a aussi la stabilité atmosphérique qui rentre en jeu. Les déserts ont généralement une atmosphère stable, avec peu de turbulences. Ce qui est donc crucial pour observer. Quand vous observez, la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir des turbulences un peu de partout. Il y a aussi, comme le monsieur l'a dit, l'altitude élevée. Et une altitude plus élevée signifie une atmosphère plus mince. Ce qui donc réduit les distorsions atmosphériques et permet des observations beaucoup plus claires. C'est-à-dire, en plus de ce que le monsieur a dit dans la vidéo, le nord du Mali que vous voyez ici, c'est-à-dire ce nord du Mali qui crée tant de soucis à la population qui n'a rien demandé, combine un ensemble unique de conditions géographiques, climatiques et environnementales qui en font l'un des meilleurs endroits au monde pour l'observation. Donc le monsieur, il n'a pas menti, c'est totalement vrai. C'est-à-dire cette partie-ci de l'Afrique est centrale en géopolitique. Elle est d'une extrême importance. C'est donc pour ça que tous les terroristes cherchent à prendre cet endroit. Parce qu'on le sait, les terroristes ne sont pas là pour des questions civiles. Ils sont payés par qui on sait pour faire ce que l'on sait. Et une fois de plus, on ne doit pas mâcher et on doit dire les choses comme cela. Il faudrait qu'un maximum de personnes apprennent à connaître l'Afrique. Parce qu'on sera toujours là à se poser des questions. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi des populations meurent? Et on ne va pas réellement comprendre. On va se dire, oui, mais ils sont là depuis, ils n'ont rien exploité. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait juste pas ce qu'ils cherchent dans ces zones. On ne le sait juste pas, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez appris de nouvelles choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.